Eh bien, il s'avère que ce n'était pas la seule fois que les Ukrainiens se sont amusés à frapper des trains de carburant russes. Eh bien, toile d'araignée. 2.0 visait en fait un train de véhicules militaires russes. Ils avaient entre ces wagons de céréales ou trémies de vidange. Soudain, des drones en sont sortis, frappant plus de 100 véhicules blindés de transport de troupes, transporteurs et chars sur ce train. Mais dans ce cas précis, qui s'est produit hier, des drones ukrainiens ont frappé un train-citerne russe. Comme vous pouvez le voir à l'épaisse fumée noire, ce genre de fumée noire épaisse est devenu tellement courant maintenant en Russie. Vous pouvez être dans n'importe quelle ville au hasard, et si vous y restez assez longtemps, vous la verrez. Oui, c'est du carburant militaire russe qui brûle. C'est un spectacle magnifique à voir. Oui, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, nous allons regarder la compilation de tout ce que l'Ukraine a frappé en Russie au cours des 2 derniers jours. Et c'est assez long. Cette fois, ils ont aussi frappé une usine de poudre à canon à Kazan. L'installation est l'une des entreprises les plus cruciales du complexe militaro-industriel russe, produisant de la poudre à canon et des ogives pour des missiles d'artillerie, y compris les missiles Kalibra et Iskander-M. Et encore une fois, comme je viens de le mentionner, l'épaisse fumée noire, peu importe si c'est un train de carburant qui brûle ou une usine de poudre à canon à Kazan. Si vous restez assez longtemps dans n'importe quelle ville de Russie, vous le verrez car les soldats fument de manière extrêmement négligente en Russie. Et parfois les choses prennent feu spontanément. Si vous voyez ce que je veux dire, cette usine, du moins pour l'instant, est hors service. Complètement. Waouh, il y a encore une autre usine de poudre à canon. Je suis sûr que vous vous demandez « Et Arthur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il y a 2 usines de poudre à canon différentes en Russie. Oui, mes amis, il y en a. L'usine de poudre Katovski de Russie, dans la région de Tambov, à 500 km de l'Ukraine, a probablement disparu après d'énormes explosions. Et dans ce cas, vous ne voyez pas la fumée noire. Je suis désolé, vous avez quelque chose de mieux, le feu lui-même. Si vous êtes russe en ce moment dans la région de Donbass, vous n'avez pas besoin d'acheter vos propres braises pour barbecue. Vous pouvez simplement mettre votre viande sur une brochette et aller à côté de ce joli petit feu ici pour faire griller votre viande si vous le souhaitez. C'est un barbecue gratuit offert par l'État russe. Bien sûr, c'est spontané, magnifique. Maintenant, il s'agit d'une usine russe de production de poudre à canon, c'est une usine purement militaro-industrielle, faisant partie du complexe militaro-industriel. Frapper ce genre d'usine, je veux dire, si elle a pris feu spontanément, c'est ce que je voulais dire. Cela réduit directement la quantité de munitions que la Russie peut produire. C'est un coût très nécessaire, je veux dire, une combustion spontanée. Je confonds toujours ces deux-là. Oh, tu peux voir l'éclair du barbecue. Regarde ces éclairs de barbecue partout. Merde, je pourrais griller ma viande là-bas, bien comme il faut, à point je pourrais faire un bon steak juteux. Au-dessus de ce feu, regarde ça flash comme un fou. Ce sont des détonations secondaires, au fait, parce que c'est une usine de munitions ou une centrale électrique. Magnifique maintenant, quelque chose de différent. L'Ukraine, ces derniers mois, traque la logistique russe comme un fou, surtout dans les oblasts de Koursk et de Belgorod, et dans ce cas précis, c'est l'oblast de Koursk. Et l'Ukraine a frappé 2 ponts il y a environ 2 semaines, ils ont également frappé 2 ponts. Ce sont un autre type de pont, n'est-ce pas? L'aviation ukrainienne a détruit le pont Zvanoï dans le district de Kluskovo. Regarde, et ce pont n'était évidemment pas en si bon état au départ. Si tu peux voir ce qu'il reste après la frappe, ce sont ces rondins de bois. Eh bien, je veux dire, l'état n'était peut-être pas très bon au départ, mais maintenant il a complètement disparu. Tu peux considérer ceci comme une version miniature du pont de Kerch. Ils sont juste en train de répéter et maintenant on y va. 2 usines extrêmement importantes en Russie qui produisent en masse les drones Shahad. Maintenant, la Russie produit en masse de plus en plus de Shahads, mois après mois, année après année. Et maintenant, ils produisent en fait une quantité folle de Shahads, des quantités tellement énormes qu'ils en sont capables.
Il y a quelques jours, en fait, il y a 2 jours, ils ont pu lancer une attaque contre l'Ukraine composée de 500 drones, missiles, enfin la majorité d'entre eux étaient des drones, bien sûr. Mais le point, c'est que leurs usines fonctionnent en 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'ils produisent maintenant ces Shahad. Ici, on peut voir des drones ukrainiens traquer cette usine de Shahad à 1000 km de la frontière, et c'est dans la République du Tatarstan. Mais dans cette vidéo, je veux montrer le drone qui a volé jusqu'à cette usine, d'accord ? Mais avant qu'il n'atterrisse, la défense aérienne ukrainienne a essayé de l'abattre. On le voit dans cette vidéo. Boum, c'est le missile anti-aérien. Il a explosé, mais il n'a pas endommagé le drone. Le drone vole toujours, donc cela vous montre encore une fois la capacité et la précision des missiles anti-aériens russes. Ils ont raté leur cible. Et ce drone est heureux d'aller surprendre et de livrer des cadeaux à l'usine Shahad du Tatarstan. Ce que vous pouvez entendre ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre. De beaux sons, des sons de liberté, mes amis. Très bien, mes amis. Maintenant, un sujet sur lequel je n'ai pas fait de reportage parce que c'est, d'une certaine manière, un sujet dangereux, mais c'est la vérité et pour l'amour de la vérité, je dois en parler. Il s'agit des déserteurs ukrainiens. Maintenant, l'Ukraine a beaucoup de réfugiés de guerre en Occident, n'est-ce pas ? On parle de millions, en fait, bien plus de 5 millions. Probablement autour de 7 millions rien que dans l'Union européenne. Et il y a beaucoup d'hommes, y compris beaucoup d'hommes en âge de servir, qui devraient se battre pour leur pays. Maintenant, la première chose qu'on peut utiliser contre moi si j'en parle, c'est « D'accord Arthur, pourquoi tu parles ? Pourquoi tu ne te bats pas ?» Mes amis, je fais partie de la réserve estonienne si jamais il se passe quelque chose. Si la Russie attaque l'Estonie, je serai envoyé me battre. Je ne quitterai pas mon pays. J'irai me battre et je ferai tout ce que le ministre estonien de la Défense me demandera de faire. Je ne quitterai pas le pays et je me battrai. C'est ma mort, mon destin et mon devoir. Maintenant, je peux parler des hommes ukrainiens de la même manière. Et voici Kozak Kundi qui nous donne son avis. Pourquoi je le cite ? Parce que je lui ai parlé de nombreuses fois à Kiev. Il a passé plus d'1 an dans une prison russe, il faisait partie de ceux qui se battaient à Mariupol, puis il a été fait prisonnier et emmené en Russie avant d'être libéré. Et je l'ai rencontré de nombreuses fois. C'est un gars incroyable. Opinion impopulaire. Mais pourquoi y a-t-il autant d'Ukrainiens en âge de servir dans l'armée qui vivent confortablement en Occident, alors que d'autres, du même âge, sont là-bas à se battre et à mourir pour leur pays ? Ah, très bonne question. Nous avons dénoncé les déserteurs pendant la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Pourquoi cela devrait-il être différent ? Tout le monde n'est pas fait pour le combat en première ligne, c'est sûr, mais il y a plein de rôles à l'arrière qui maintiennent l'effort de guerre en vie. Et la logistique, le renseignement, la médecine, les drones. C'est drôle comme certains reviendront, une fois la guerre finie, agitant des drapeaux comme s'ils n'avaient pas passé le conflit à se cacher dans des cafés. En buvant leur cappuccino quotidien, j'aime mon cappuccino quotidien, mais je le prendrai dans les tranchées si nécessaire. Et ne me lance même pas sur les Russes en âge de servir qui vivent en Occident et qui se disent Boloda patriotes. Oh, ça c'est encore pire. Mais je ne vais pas aborder ce sujet maintenant. Je suis complètement d'accord avec Kozak Kundi ici. Je pense que les hommes ukrainiens en âge de servir qui vivent en Occident et qui fuient la conscription, qui quittent le pays, sont des déserteurs et je pense qu'ils devraient se battre pour leur pays. Pourquoi puis-je en parler ? Parce que l'Estonie, par rapport à son produit intérieur brut, a donné le plus d'aide à l'Ukraine. Notre peuple a donné cet argent, ce matériel militaire et ces capacités de protection dont l'Ukraine a besoin. Donc nous pouvons en parler, parce que lorsque la Russie attaquera, nous nous battrons et nous serons les prochains. La politique sera la prochaine, donc nous pouvons en parler. Et mon opinion publique est que les hommes ukrainiens ont le devoir de défendre leur pays. Parce que c'est ce que nous faisons en ce moment pour l'Ukraine. Et c'est ce que nous ferons pour nous-mêmes s'ils nous attaquent. Donc je considère ces hommes comme des déserteurs et je ne pense pas... Je pense qu'ils devraient être tenus responsables. Maintenant, mes amis, j'ai un texte un peu plus long pour vous, mais celui-ci est juste pour vous donner une perspective. Nous regardons toujours ces vidéos. Oh, parfois un véhicule russe drôle sur le front, parfois les Russes qui gagnent du terrain ou qui lancent cette grande attaque contre l'Ukraine. Prenons du recul. Regardons la situation dans son ensemble, la situation géopolitique de la Russie dans le monde en ce moment, et comparons-la à celle de 2021 tant de choses ont changé.
Mais nous sommes tellement concentrés sur le conflit ukrainien que nous ne voyons pas vraiment ce qui arrive à l'image de la Russie à plus grande échelle. Et je vais vous donner cette réponse tout de suite. C'est une lecture incontournable, surtout que cela vient de l'intérieur de la Russie. Ce poste du blogueur politique, Igor Dmitriev, provoque beaucoup de colère parmi les élites politiques russes. Et maintenant, la citation commence. C'est son poste d'un blogueur politique russe. C'est la vérité. Même le souvenir de la brève euphorie qui a accompagné l'entrée des forces de l'Organisation du traité de sécurité collective au Kazakhstan en janvier 2022 s'estompe progressivement, et je me souviens avoir couvert cet événement. À ce moment-là, il semblait que la Russie était le garant de la stabilité, l'arbitre, le centre du pouvoir. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce sentiment. Le Kazakhstan suit avec assurance sa propre voie en élaborant sa propre stratégie de sécurité. Il a signé un plan de coopération militaire avec la Grande-Bretagne, comprenant la formation d'officiers dans les académies militaires britanniques. Il construit une usine avec des partenaires singapouriens pour produire des munitions de 155 mm selon les normes de l'OTAN. Nous parlons du Kazakhstan. Il met en place un système de réserve territoriale basé sur des modèles occidentaux. Il y a même eu récemment un scandale là-bas avec l'analogue local du centre territorial de recrutement. Tout cela s'inscrit dans un paradigme où la Russie n'est pas considérée comme un allié, mais comme une menace potentielle. L'Azerbaïdjan a finalement liquidé l'Arménien Archak, sans tenir compte de l'organisation du traité de sécurité collective, et a tué des soldats de la paix russe. Nous parlons bien sûr ici de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui font tous deux partie de l'organisation du traité de sécurité collective. Se battre l'un contre l'autre, ce serait comme si la France et l'Allemagne se battaient l'une contre l'autre en ce moment, alors qu'elles font partie de l'OTAN. Donc cela nous montre que l'organisation du traité de sécurité collective russe, l'organisation du traité de sécurité collective, quelque chose comme ça, l'OTAN russe a totalement et absolument échoué. Après avoir minimisé en décembre 24, elle a publiquement exigé des excuses et une compensation de Moscou et a fermé les bureaux des agences gouvernementales russes. Aliyev jouait ouvertement, il augmente la coopération avec l'Ukraine, fournit de l'aide humanitaire et évite même la neutralité formelle. L'Arménie, autrefois le principal allié dans le Caucase, a effectivement quitté l'orbite russe. Pachinian a annoncé à plusieurs reprises son retrait de l'organisation du traité de sécurité collective. Le pays a rappelé son représentant permanent auprès de l'organisation et a fermé les chaînes de propagande russes. L'Ouzbékistan ignore l'organisation du traité de sécurité collective depuis 2012. Et au lieu de la Finlande neutre, il y a maintenant 1300 km. Avec l'OTAN. La Suède, qui était restée neutre même pendant la Seconde Guerre mondiale, participe à l'OTAN. Nous n'accordons pas à cela toute l'attention qu'il mérite. L'invasion de l'Ukraine par Poutine était censée empêcher l'expansion de l'OTAN, de l'Union européenne, et la Finlande et la Suède, deux des armées nordiques les plus puissantes, pourraient rejoindre l'OTAN. Ainsi, toute l'Europe du Nord réorganise ses forces armées pour des exercices conjoints dans l'Arctique et la Baltique. Toute l'Europe est en train de se transformer en une seule coalition anti-russe. L'Allemagne réoriente ses capacités de production vers des commandes militaires et pour la première fois, un budget militaire européen unique a vu le jour, le budget militaire européen unifié. Ce sont des choses énormes, mais d'une certaine manière, elles sont un peu ennuyeuses. Il n'y a pas d'explosion. Je ne peux pas les présenter dans cette vidéo de façon à ce que certaines personnes les trouvent assez intéressantes. Mais je veux attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas aussi simple que de dire que la Russie bombarde Kiev avec des missiles, les zones civiles. C'est la seule chose qu'ils peuvent donc faire parce que partout ailleurs, leur soi-disant empire s'effondre. Leurs alliés traditionnels en Asie centrale, le Kazakhstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Bien sûr, certains d'entre eux dans le Caucase détournent le regard vers l'Union européenne et vers l'Asie en signant des contrats de militaires. Ils produisent même de l'artillerie aux normes de l'OTAN, un allié traditionnel de la Russie produisant des calibres d'artillerie de l'OTAN dans leur pays. N'est-ce pas étrange, mes amis ? À Moscou, il y a eu une conférence, le Forum du futur 2050 organisé par Alexandre Douguine. Le principal idéaliste fasciste de Russie, bien qu'il soit le père de l'idée de la Russie moderne, il a créé cette idée néo-fasciste russe. Alors, qui y a participé ?
Alex Jones et Errol Musk, le père d'Elon Musk, étaient de vrais admirateurs des Russes, je le cite. C'est ma première fois en Russie et je suis émerveillé. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis jamais venu ici auparavant. La façon dont la Russie a été présentée en Occident est loin de la réalité. La Russie est ce qui est merveilleuse, dit Musk. Ça me donne envie de vomir, c'est horrible. Et d'ailleurs, voici un intervieweur russe qui interroge Errol Musk, le père d'Elon Musk, pour élever un génie. Comment peut-on élever un génie? Vous parlez d'Elon? Et Errol, C'est comme, il faut le punir. C'est comme ça qu'on fait un... génie. Sérieusement, et si c'était sérieux? Comment élever un génie? Beaucoup de tapes, et il en a eu. Si je suis sérieux, tu fais une blague. Là, je suis sérieux. Comment élève-t-on un génie? Et c'est toujours Errol qui y revient. Beaucoup de tapes. Donc il confirme qu'il a vraiment frappé Errol quand il était petit. Je ne sais pas, tu vois, je te laisse te faire ta propre opinion là-dessus. Donc je voulais mentionner, mes amis, oui. La Russie a utilisé un nombre record de drones et de missiles pour attaquer des cibles ukrainiennes. On parle de la Corée, on parle d'autres cibles, bien sûr, mais c'est le plus grand nombre et les chiffres continuent d'augmenter. Le mois prochain, ce sera 600 par nuit, 700. Bientôt, ce sera 1000 drones et missiles par nuit. C'est tout ce qu'ils peuvent en faire, c'est tout. Ils n'ont pas réussi à empêcher le Kazakhstan de se tourner vers l'Asie occidentale. Ils n'ont pas réussi à empêcher l'Arménie de quitter l'organisation du traité de sécurité collective. Mais ils peuvent bombarder des civils ukrainiens innocents. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tout le monde sait déjà que la nuit dernière, une attaque a été menée contre Rivne et Dubna. En utilisant 499 menaces aériennes, y compris des drones et des missiles, la défense aérienne ukrainienne en a neutralisé 479, ce qui est absolument énorme et mérite des applaudissements. Vous voyez, la Russie sait que si elle utilise 500, ces chiffres énormes, elle attire l'attention des médias occidentaux. Et il y aura quelques explosions spectaculaires dans les zones civiles, et les médias occidentaux les montreront. Je suis ici pour dire que nous devons mettre l'accent sur le nombre de ces menaces aériennes que l'Ukraine neutralise. 479, c'est absolument fou. Mais la partie la plus intéressante, et je veux partager cela, c'est qu'est-ce qui a été utilisé pour abattre les 4 missiles Kinzhal? Oui, la Russie a utilisé 4 missiles Kinzhal. Il a été confirmé que ces missiles ont été interceptés par un système Patriot. Mais est-ce qu'un système entier a vraiment été déplacé spécifiquement dans la région de Rivne? Et maintenant, ça devient intéressant. Israël entre en jeu ici. Au début, Tchétchu, je pensais que nos services de renseignement avaient reçu des informations sur une attaque imminente contre cet endroit et que les forces de défense ukrainiennes y avaient déplacé une batterie Patriot. Mais il semble que la situation soit encore plus intrigante. Et maintenant, je ne dis pas cela comme une vérité parce que j'ai vu des rapports contradictoires à ce sujet venant d'Israël et d'Ukraine. Mais quelques heures après la nouvelle concernant les interceptions Kindle, un autre rapport est apparu affirmant cela. Israël avait transféré des systèmes Patriot PAC-3 à l'Ukraine. Et ils sont déjà en Ukraine, et ainsi de suite. Israël a toujours refusé d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine, et maintenant, soudainement, un système Patriot. C'est énorme. Encore une fois, je vous laisse décider si c'est vrai ou non, parce que Israël et l'Ukraine ont tous les deux des rapports contradictoires et ont s'en attribué à ce sujet. Mais si c'est vrai, c'est un énorme doigt d'honneur à la figure de Poutine de la part des Israéliens, le 10 juin. Donc hier, c'était une bonne journée. Parce que des prisonniers de guerre ukrainiens, certains d'entre eux, ont été libérés et sont retournés en Ukraine, et l'Ukraine a libéré certains prisonniers de guerre russes qui sont retournés en Russie. Mais pourquoi? Je veux en parler à cause de l'état de ces hommes qui ont été libérés. Je cite, « Les conditions étaient extrêmement dures ». Vous pouvez voir l'état de nos prisonniers dans les images, mais beaucoup ne sont pas visibles. C'est parce qu'ils ont été immédiatement emmenés en ambulance et qu'ils sont incapables de se déplacer par eux-mêmes, a déclaré Andriy Youssov, un représentant du renseignement de la défense ukrainienne. Et nous avons bien sûr aussi des vidéos concernant l'échange. Et nous pouvons voir ici les prisonniers qui sont en meilleures conditions, qui peuvent marcher et parler. Mais ils sont tous affamés, ils ont tous des os cassés et ils sont mentalement détruits. Bien sûr, ils sont très heureux d'être de retour sur la terre natale, mais la Russie ne s'en soucie vraiment pas. Ils torturent dans tous les sens du terme. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont fait les pires choses. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je ne vais pas vous les montrer.
Mais c'est ce que ces hommes ont vécu, donc ils ont maintenant une raison très forte de se battre contre cette terreur. Maintenant, mes amis passeraient en Pologne pour illustrer une fois de plus comment cette menace russe en 2021, comment tout le monde pensait que la Russie était la deuxième armée du monde, la plus puissante. Ceci et cela, et maintenant, je vais le dire, ça va devenir un fait, si ça ne l'est pas déjà. La Pologne est et sera la force militaire la plus puissante sur le sol européen pour les 50 prochaines années. Un adieu à l'armement de l'ère soviétique. La Pologne et la Corée du Sud concluent le plus grand accord d'armement de l'histoire. Il s'agit de la plus coûteuse exportation d'armes de l'histoire de la Corée du Sud. Séoul et Varsovie finalisent un accord massif d'une valeur de près de 6 milliards de dollars. Pour 180 chars K2, la Pologne achète des Abrams et des K2, donc le char de combat principal américain et le char de combat principal sud-coréen. Ils achètent des Apaches et des hélicoptères d'autres endroits, ils achètent tout. Ils achètent des obusiers automoteurs K9 de Corée du Sud et ils achètent beaucoup des High Mobility Artillery Rocket System toutes. Ils achètent aussi allemands. Cet accord est en fait un adieu aux armes soviétiques. La Pologne effectue une transition complète vers les systèmes occidentaux et asiatiques. Elle devient une forteresse blindée de l'OTAN, commence à assembler des chars avancés et renforce sa souveraineté ainsi que son influence. Donc oui, la Pologne fait partie de l'OTAN, de l'Union européenne, et possède actuellement la force militaire la plus puissante de l'Union européenne, bien plus que la France et le Royaume-Uni. Je l'ai dit et je le pense, et la Finlande, je dirais, serait la suivante avec son énorme potentiel de réservistes. Le fait était que, si la Russie tente quoi que ce soit dans la Baltique, tout d'abord, je serai déployé, j'irai me battre. Mais tu penses que la Pologne et la Finlande vont rester les bras croisés ? La Baltique est extrêmement importante pour la sécurité de la Pologne et de la Finlande. Ils vont immédiatement se joindre au conflit, et ces deux armées réunies représentent une force massive supérieure à celle de la Russie. Mes amis, j'ai suivi de près ce qui se passe aux États-Unis, surtout à Los Angeles, avec les émeutes et tout le reste. Et Trump déploie la garde nationale à Los Angeles, puis envoie des membres supplémentaires de la garde nationale. Dans cette vidéo, on peut voir des camions militaires arrivés à Los Angeles au milieu des manifestants. Certains d'entre eux sont des manifestants, tapant dessus avec des marteaux un peu, mais à part ça, ils gardent leur distance. Parce que c'est l'armée, ce n'est pas la police de Los Angeles, c'est l'armée, et on ne cherche pas vraiment d'ennui avec l'armée. Donc je ne suis pas là pour commenter cela politiquement, parce que je ne peux pas, je vais laisser ça aux citoyens des États-Unis. Ce sur quoi je peux commenter politiquement, c'est comment je vois Trump à cause de ses actions envers l'Europe et l'Ukraine, et c'est tout. Je considère Trump comme un traître évident aux démocraties occidentales et à l'OTAN. Mais je ne suis pas ici pour commenter la situation interne des États-Unis, je dis que Trump est un traître en regardant depuis l'extérieur des États-Unis. Donc ils ont envoyé la garde nationale à Los Angeles pour réprimer ces émeutes sur ordre de Trump. Et ça. J'ai vu une vidéo intéressante sur la façon dont la police de Los Angeles utilise la police montée et les unités anti-émeutes. C'est super impressionnant, ça a vraiment l'air cool. Je veux dire donc, oui, c'est ça. C'est étrange de voir au XXIe siècle qu'ils ont des chevaux de police anti-émeutes avec les yeux protégés par des lunettes comme ça, et honnêtement, c'est une scène étrange. Mais oui, je l'ai dit et je le répète. À mes yeux, Trump est un traître envers l'Occident collectif. Un traître envers l'OTAN et un traître envers l'Union européenne. La Russie attaque actuellement l'Occident collectif. Elle frappe Kiev avec des missiles et des drones visant des civils. Des zones civiles, sans aucune cible militaire. Et Trump donne à Poutine 2 semaines, puis encore 2 semaines, simplement pour lui laisser du temps. Trump est le larbin de Poutine, je ne l'aime pas et je pense que c'est un dirigeant faible.